Chant 9. Loin, très loin, plus loin que les étoiles. Loin, très loin, plus loin que la demeure des dieux. Loin, très loin, plus loin que le palais d'or et de ténèbres de la déesse éternelle. Loin, très loin, plus loin, se trouve le puits de lumière froide de sa classe. Là dorment les messagers et les sérims. Les uns sont d'or vêtus et les autres de boue abjecte. Pourtant, ils sont les deux faces d'une même pièce, celle de l'usurpateur, le conquérant des mondes. Et l'empire est éternel. Nanaël Vauvin, 25, Avit. Pourquoi rien ne s'était-il produit? Pourquoi cet imbécile de démon abyssal refusait-il d'apparaître? Avait-il oublié quelque chose de primordial dans le rituel? Peut-être n'avait-il pas pris assez de temps pour s'harmoniser avec la présence de son Dieu? Il n'avait plus le temps de se poser de questions. Il devait agir. Baruch ferma les yeux. Au fond de sa conscience, il chercha le lien qui l'unissait à son Dieu. Sa classe vient à moi. Soutiens-moi. J'ai besoin de ton serviteur. Quelque part au tréfonds de sa conscience, quelque chose bougea enfin. Comme une lente et visqueuse reptation, Baruch réessaya l'invocation. Il replongea sa lame dans le cœur de la momie, et ce faisant, déclama à nouveau d'une voix vibrante. Par le fer, je profane ce corps. Égerel, je t'invoque. Cette fois, il sentit le contact s'établir, la porte s'ouvrir. Il était relativement facile de projeter sa conscience dans les autres plans d'existence, mais aider une entité à se matérialiser sur le plan terrestre était beaucoup plus difficile. Devant lui, une fumée âcre et semblable à de la suie commençait à s'élever. Une silhouette s'y devinait. Elle n'avait rien d'humanoïde. Il s'agissait plutôt d'une sorte de larve grosse comme un veau. Une bourrasque surgit de nulle part, fit vaciller la lueur des lampes. Une angoisse submergea Baruch. Si elles s'éteignent, je serai dans le noir complet avec cette chose. Quelques gouttes de sueur perlèrent sur son front à cette idée. Puis, comme souvent, la crainte provoque l'événement. Les lampes s'éteignirent d'un coup. Baruch, aveugle, déglutit. Devant lui, un bruit de reptation humide, un mouvement gluant. Baruch prononça les mots de commandement, d'une voix plus hésitante qu'il ne l'aurait voulu. Égerel, au nom de notre Dieu Sakla, je t'ordonne de m'obéir. Pas de réponse. En fait, il ne savait même pas si la chose qu'il avait invoquée possédait la capacité de parler. Et comme il ne la voyait pas, il ne pouvait dire si elle réagissait à ses paroles. Égerel, Sérim, démon des abysses, entends mon commandement. Je t'ordonne de... Tu as peur, petit homme? Une voix susurrée, humide, écœurante, qui poursuivit. Tu sens la peur. Bien. J'aime la peur. Elle me nourrit. Ta chair aussi va me nourrir. Baruch haussa le ton. Tu ne peux me faire du mal, Égerel. Je suis protégé par un cercle magique. De plus, je suis plus puissant que toi sur ce plan, et je t'ai invoqué. Tu ne peux rien me faire. Techniquement, ce n'était pas faux. Baruch avait pris l'initiative d'aller chercher le Sérim, le démon des abysses, et de le lier par les mots magiques appropriés. De plus, il avait épuisé sa force en sa classe, et avait donc agi avec la bénédiction du Dieu à qui le démon était lié. Enfin, sous sa chair fragile parce qu'humaine, Baruch possédait un pouvoir non négligeable. Mais par nature, les Sérim, les créatures du puits, ne respectaient pas grand-chose et profitaient de la moindre faiblesse située dans l'attitude ou l'inconscient de celui qui leur faisait face. Baruch avait déjà fait une erreur en ayant montré sa peur de l'obscurité, aussi instinctive qu'infantile. Le monstre l'avait senti, et à présent, il jouait sa vie sur le ton qu'il utiliserait.
sur les intentions qu'il marquerait et sur la confiance qu'il afficherait. Es-tu bien sûr de ce que tu dis, humain? Tu me sembles inquiet. La créature s'était approchée, sa voix résonnait toute proche. Baruch sentait l'humidité qui se dégageait de son corps visqueux comme de la gelée. Un frisson lui parcourut l'échine. La proximité des créatures de l'abysse flétrissait l'âme qui se recroquevillait au fond de la conscience. Il n'était pas habitué à une présence impie si brutale, si dure. Même quand le Dieu lui était apparu, il ne s'était pas vraiment matérialisé sur le plan terrestre, mais avait envoyé une image de lui-même. Ici, c'était différent. Il n'aurait pas dû. Une vague d'angoisse le submergea. Il perdait le contrôle. Il fallait agir, maintenant, ou mourir. Prenant une profonde inspiration, Baruch tonna. Arrière, Sérim! Tu es sous mon contrôle! Une flamme d'un vert intense apparut dans le creux de sa paume. Il frémit. La lueur verdâtre se refléta sur la peau chitineuse et blanche de la créature, lui donnant un aspect jaunâtre semblable à de la bile. Tu es à ma merci, petit homme. La larve se tordit de manière obscène et tourna l'une de ses extrémités vers le magicien. Il y avait un semblant de visage entre les replis baveux de ce corps grotesque. Surmontant son dégoût, Baruch nota que le monstre avait hésité dans sa dernière menace. Avec un sourire satisfait, il tendit les doigts vers le démon. Ashirok Natarosk, Arshag Verimane. Une décharge électrique frappa le démon de plein fouet. Il frémit de douleur en poussant un cri de rage. Je vais te tuer, humain. Je vais te tuer et emporter ton âme avec moi dans les abysses avec lesquels tu t'es lié. Et Jérel fit mine de se jeter sur lui. Tu vas quoi? Baruch répéta l'incantation en augmentant la dose d'énergie. Le démon se tortilla comme un ver sur un grill. Tu vas m'obéir, Sérim. C'est la seule chose que tu puisses faire. Nouveau frémissement, nouveau cri, mêlé de désespoir cette fois. Puis à contre-cœur, d'une voix tremblante, le sérim dit « Oui, maître, je vous obéis. » Et Jérel se posa sur une fleur de lotus au milieu de la pelouse des jardins du palais royal à Thèbes. Il avait revêtu l'apparence d'une grosse libellule et observait le monde par ses yeux à multiples facettes. Un instant, il avait espéré se repaître de l'âme de cet humain présomptueux qu'il avait tiré de son sommeil abyssal. Malheureusement, la faille qu'il avait cru déceler en lui s'était vite comblée, et la puissance du mage l'avait enchaîné à sa volonté, comme un chien à un collier. Et maintenant, il était obligé d'accomplir une mission absurde pour cet idiot. Entrer dans le palais, trouver un étui de cuir et découvrir ce qu'il contenait. Le seul indice qu'il avait pu lui donner était que cet objet avait échoué dans les mains du roi, d'Edomésiou. Le démon décida de commencer par là. Il déploya ses ailes chitineuses et vola vers une terrasse d'où provenait de la lumière. Ces dizaines d'yeux scrutaient les ténèbres environnantes à la recherche de gardiens éventuels. Ce n'étaient pas les archers royaux qui l'inquiétaient, car ceux-ci n'auraient vu qu'une libellule en le regardant. Ce qui l'inquiétait, c'était la présence éventuelle de gardes provenant des royaumes de l'au-delà. Il parvint à la terrasse. Une lampe à huile brillait faiblement sur la rambarde, éclairant de sa lumière tremblante le visage d'un archer. Celui-ci devait s'ennuyer ferme, car il tenait son arc paresseusement et ne tenta pas de dissimuler un bâillement à s'en décrocher la mâchoire. Et Jérel fit un léger crochet et piqua droit sur la nuque du garde. Il ne ralentit qu'au dernier moment. Tout se passa très vite. Alerté par le vrombissement chitineux de ses ailes, le garde se retourna. Trop tard. Un long appendice avait déjà pénétré dans sa carotide. Le garde poussa un cri étouffé en portant la main à sa gorge. De la paume, il sentit le corps de l'insecte
et le chassa d'un geste instinctif et dégoûté. Une libellule noire tomba à ses pieds. ¿Qué? Il n'eut pas le temps de se questionner davantage, et Gérel lui avait déjà injecté un œuf visqueux qui, porté par le sang, monta directement au cerveau du malheureux. Le garde tituba, se raccrocha de justesse à la rambarde et tenta de hurler. Aucun son ne sortit de sa gorge. Dans un ultime spasme, il fit tomber la lampe à huile qui s'écrasa sur le dallage en bas. L'un de ses confrères se trouvait dans une pièce du rez-de-chaussée, non loin de l'endroit où la lampe était tombée. En entendant le bruit, il sortit et leva les yeux vers le balcon. « Hola, Ivy, tout va bien ?» Le dénommé Ivy se pencha vers son camarade. « Oui, j'ai eu un geste maladroit. J'imagine que je vais devoir terminer mon quart sans lumière. » « Sacré Ivy, encore en train de dormir, vieux ? T'inquiète, c'est bientôt la relève. »« Pas trop tôt, comme l'a larché. » Allez, courage !» Le garde retourna à son poste au rez-de-chaussée. Et Gérel Ivy se permit un sourire. Décidément, ces humains étaient si faciles à berner. Baruch se réveilla en sursaut. Le rituel de sa classe dans le désert et l'invocation du Sérim et Gérel dans le mastaba rendaient son sommeil léger. Cette nuit semblait peuplée d'ombres mouvantes, qui n'étaient que difficilement dissipées par la lumière des torches et des lampes à huile. Elle semblait le poursuivre depuis la veille, caché derrière la moindre colonne, le moindre recoin de ténèbres. Elle lui évoquait non pas l'absence de lumière typique de la nuit, mais plutôt quelque chose de sale et de visqueux. Il s'était déjà éveillé en nage 2 fois, et il lui semblait que sa transpiration avait une consistance étrange, presque gélatineuse. Si le Sérim accomplissait sa mission, et il n'y avait aucune raison d'en douter, il saurait ce que l'ordre du Faucon avait jugé bon, dans son agonie, d'envoyer au roi. Mais que la créature invoquée réussisse ou non sa mission, il devait faire fonctionner son système de renseignement personnel, afin de compléter les informations que le démon lui apporterait. Son statut de membre de la haute noblesse lui avait permis de pourvoir quelques postes chez les hauts fonctionnaires. C'était d'une simplicité imparable. Quelques pots de vin bien répartis, quelques faveurs accordées, quelques fêtes qui laissaient un souvenir impérissable, et le tour était joué. Il disposait d'une petite cour personnelle de nobles qui passaient leur vie au palais et qui l'abreuvaient en informations de toutes sortes. Et lui, méticuleux, notait scrupuleusement la moindre rumeur, le moindre détail. Il classait tout par sujet, la pile de papyrus ayant trait aux histoires scabreuses étant évidemment la plus importante. Puisqu'il n'arrivait pas à trouver le sommeil, il allait préparer des ordres de mission ciblés pour ses espions. Il fallait avant tout qu'il se concentre sur la mercenaire nubienne. Il pressentait que cette fille pouvait être dangereuse pour ses plans. Il devait également réfléchir à un moyen de se rapprocher de Pharaon. Ces derniers temps, Sa Majesté fréquentait peu sa noblesse. On pouvait interpréter ce repli par l'inquiétude qui rongeait Pharaon, de plus en plus contraint à mener une guerre pour laquelle il ne se sentait pas prêt. La cour, insouciante et futile, jasait beaucoup, et tout cela participait au climat de détérioration qui régnait au palais. Baruch se leva de sa couche et se dirigea vers la petite table qui occupait le centre de la pièce. Soudain, le meuble se mit à danser devant ses yeux. Baruch s'arrêta, craignant de s'écrouler, mais le bureau était à présent nimbé d'un brouillard écarlate qui rendait ses contours flous. Mais que m'arrive-t-il ? Une douleur innommable le saisit aux tripes. Il se plia en deux. Oh non, cela ne va pas recommencer. Un gargouillis infect lui parcourut les intestins. Il sentait sa paroi abdominale pulser, comme si quelque chose bougeait en lui. Un faible gémissement franchit ses lèvres, bientôt noyé par un flot de sang qui lui inonda la bouche pour tomber en gouttes vermeilles sur les dalles blanches. Hébété, il écarquilla des yeux incrédules.
Était-il malade? Avait-il été empoisonné? Il repensa soudain au breuvage infâme que lui avait fait boire le chef Ixos lors de son initiation. Se pouvait-il qu'outre les effets psychotropes, il eût contenu un poison agissant à retardement? C'est vrai que c'était depuis cette nuit-là que sa santé s'était dégradée. Cela devait être ça. Il avait été empoisonné. Il était trop faible pour faire appel à ses pouvoirs magiques. Il devait faire monter son médecin. Péniblement, il tenta de se mettre debout, mais il dut vite abandonner. D'horribles vertiges le clouaient littéralement sur le sol. Rester là, c'était mourir. Il fallait atteindre la porte, à tout prix. Il lança sa main aussi loin que possible, puis la fit suivre par son genou, pour ensuite tenter de ramener l'autre main. Chaque mouvement lui coûtait. Chaque geste était suivi par l'écho d'une douleur sans nom. Il fut pris d'une quinte de toux et cracha encore du sang. Sans y prendre garde, il posa sa main dedans et glissa, tombant sur le flanc. Un rire nerveux monta dans sa gorge, sans parvenir à éclater, alors qu'il se retrouvait couché sur dos. Son corps semblait se fissurer de l'intérieur, et la douleur faisait éclater les parois de sa raison. Il se prit la tête à deux mains, maculant son visage de son propre sang. Il voulait crier, appeler du secours, un garde, un domestique, n'importe qui. Aucun son ne sortit de sa bouche. Seul un gargarisme sanglant fit éclater quelques bulles écarlates au bord de ses lèvres. Il faut que je me calme, que je respire. Il faut que mon corps reprenne un rythme normal, que la douleur disparaisse, que la douleur disparaisse, que la douleur disparaisse. Peu à peu, son extraordinaire capacité de concentration sembla reprendre le dessus. Son abdomen se détendait. Ses muscles se relâchaient. Après une éternité, il tenta de se relever. Ce fut le geste de trop. La douleur reprit avec une intensité décuplée. Il ouvrit la bouche pour vomir, mais rien ne sortit, comme si quelque chose lui bloquait la trachée. Même l'air avait du mal à passer. Ce dernier constat le fit paniquer. Il ne pouvait plus respirer. Ses yeux se dilatèrent et il bondit sur ses pieds, poussant pour expectorer ce qui bloquait son larynx. Rien ne vint. Seul un mince filet d'air parvenait encore à le maintenir en vie. Dans un mouvement désespéré, il se jeta sur sa couche et agrippa la dague qui se trouvait toujours à côté de son lit. « Il faut faire un trou! Il faut que je puisse respirer !» Il pointa l'arme vers sa gorge et appuya fortement. Il ne sentait presque pas la douleur, tant celle qui lui déchirait les intestins était intense. La lame pénétra de 2 pouces, juste en dessous de la pomme d'Adam. Lorsqu'il la retira, il sentit, avec soulagement, une bouffée d'air lui pénétrer dans les poumons. « J'ai réussi! J'ai réussi !» Il n'avait plus toute sa tête. Une sorte d'instinct de survie primaire avait pris le dessus, et plus aucune pensée cohérente n'occupait son esprit. Machinalement, il porta sa main à la blessure qu'il venait de s'infliger, pour constater l'ampleur des dégâts. Les doigts sentirent le sang poisseux, et les lèvres de l'horrible coupure. Soudain, ses traits se figèrent, et il fut parcouru d'un long frisson. Il venait de sentir sa plaie bouger. Comme une fleur ouvre ses pétales pour accueillir les rayons du soleil, la chair s'étirait vers l'extérieur. Submergé par l'horreur, Baruch crut qu'il allait défaillir, mais la douleur l'en empêcha. Tout comme la douleur et la sensation vomitive que quelque chose de gluant remontait le long de sa trachée, lentement, insidieusement. Ses doigts fouillèrent la plaie béante de sa gorge, produisant un bruit de succion épouvantable. Il sentait ses propres cartilages et la chair de sa gorge, plongeant de plus en plus profondément, faisant appel à toute sa volonté pour ne pas céder à un haut-le-cœur.
Soudain, il rencontra quelque chose. Un pseudopode poussa brutalement ses doigts hors de sa propre gorge pour sortir lui-même par la même voie. Un instant, Baruch regarda ce tentacule visqueux et incongru qui émergeait de sa blessure et pendait horizontalement, de manière obscène. Puis la chose se redressa violemment, provoquant une contraction de l'ensemble du corps du noble. Son extrémité se transforma en dard de scorpion, et Baruch, trop terrorisé et convulsé pour penser à s'en saisir, ne put que subir une terrible piqûre entre les yeux. Le dard le frappa avec tellement de force que les os de son crâne se brisèrent. Il hurla. Il s'éveilla en sursaut et hurla de toute la capacité de ses poumons. Il hurla tellement que les domestiques et les gardes de la maisonnée se ruèrent dans sa chambre. Pendant l'heure qui suivit, Baruch Vanak fut incapable de prononcer un mot. Il ne faisait que sangloter et toucher spasmodiquement sa gorge, en dessous de sa pomme d'Adam, tout en marmonnant des phrases qui n'avaient aucun sens. Le médecin de la maison se rendit à son chevet et diagnostiqua un cauchemar particulièrement traumatisant. Il fit préparer une tisane apaisante, mais Baruch la jeta sur le sol, en hurlant que jamais plus il ne dormirait.